Alors bonjour à tous et bienvenue à cette dernière table ronde donc, de l'après-midi. Donc, je suis Hélène Soubelet, je suis directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, cet après-midi, on va parler de formation et ça tombe très bien parce que l'exposé précédent a bien introduit finalement notre thème. C'était un petit peu impromptu, mais finalement ça tombe très bien, je trouve, d'autant que c'était vraiment très intéressant. Donc nous, avec nos invités, on va s'intéresser donc à la formation et en fait, on va s'intéresser non pas à la formation de façon générique, mais comment fait-on pour que la formation intègre les enjeux globaux et donc notamment les enjeux du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité et de la rareté des ressources naturelles. Comment on fait pour l'intégrer dans divers types de formations? Et vous verrez que les invités de ce soir ont chacun finalement leur prisme. Donc nous avons, alors je vais commencer à ma droite, donc Marc-André Sellos qui est donc professeur d'écologie au Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons Marine Sarfati qui donc est médecin à la faculté de médecine de Lyon-Est. Nous avons ensuite Luc Mounier qui lui est vétérinaire et donc qui travaille à Vetagrosup à la chaire du bien-être animal. Françoise Schetzel à côté de lui, qui est présidente du groupe de travail sur la formation du GSE et donc qui est aussi élue à l'Eurométropole de Strasbourg. Et enfin Étienne Verrier, qui est professeur de génétique animale donc à AgroParisTech. Et donc ces différents intervenants vont vous montrer en fait comment aujourd'hui les enjeux globaux sont intégrés dans la formation. Donc je vais leur poser un certain nombre de questions. Ils vont essayer aussi de nous dire dans une seconde partie s'ils ont des outils, des recommandations pour que finalement ces enjeux globaux soient de mieux en mieux pris en compte dans les formations initiales et continues. Et puis ensuite, on essaiera d'avoir un temps de discussion avec vous. Et donc en premier lieu, donc je vais commencer par interroger Marc-André, on va faire dans l'ordre. Sur la formation finalement du plus grand nombre. Alors donc Marc-André, en tant que professeur d'écologie et puis très impliqué dans la Fondation Biogé, finalement, comment fait-on pour que le concept de biodiversité et le fait que notre dépendance aux autres êtres vivants soit bien compris, comment on fait pour intégrer ça dans la formation du grand public, des élus, des professions? Comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a des clés et est-ce que c'est facile et est-ce qu'il y a des bonnes recommandations à nous donner? Si j'étais sincère, je vous dirais que je ne sais pas, mais il faut que je réponde, donc je vais faire semblant qu'on ait quelques pistes. Mais il y a vraiment un problème, il y a un gros malentendu en fait dans nos sociétés, c'est de se croire hors sol. Bon, on a tous lu ou entendu parler de Descola ou de Morisot ou de gens comme ça qui nous disent « mais non, l'homme, il est dans la nature, la société et la nature, c'est deux facettes de la même chose ». Mais au-delà de ça, au-delà du concept, de l'affichage conceptuel, on a du mal à recoller les morceaux. Et ça s'incarne, cette espèce de décollement, de début de strabisme, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, c'est qu'on voit le monde sous l'angle société et sous l'angle nature, et en fait on apprend à loucher. C'est-à-dire à avoir deux images séparées, là où en fait c'est la même chose qu'on observe, on l'apprend ça dès la petite école. Ou plutôt, on n'apprend pas le remède à la petite école. Je m'explique. On pense que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter. Ce qui est complètement absurde. Il y a des civilisations entières qui n'ont pas fait ça. Il y a des jours où on ne compte pas, des jours où on ne lit pas, des jours où on n'écrit pas. Et tous ces jours-là, on a des relations sexuelles, on consomme, on produit des déchets, on respire, on a un lien de fait à la nature. Alors c'est ce qu'avec Eric Orsennin, dans une tribune récente au Monde, nous avions appelé le savoir-vivre. Le savoir-vivre non pas entre soi, parce que ça c'est une vision sociétale du monde, non, savoir-vivre dans le monde et savoir ce que ça implique, et en retour, non seulement sur le monde, mais aussi en retour sur la santé. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'enseigne pas. Quand vous faites le bilan d'un cursus d'un petit gamin en France, c'est rien au primaire, parce que d'une part, il n'y a pas d'objectif, c'est pas dans les programmes de deuxième enseignement, est réalisé par des gens qui n'ont pas la formation pour parler du lien à la nature, de la nature ou même de la santé. Collège-lycée, c'est une petite heure qui traîne comme ça. Et puis alors en première terminale, c'est fini pour les SVT, c'est devenu une option. Oui, vous entendez, la gestion de l'environnement et de la santé, c'est des options. Alors, en fait,
il faut à un moment agir en biologie, c'est être capable, quand on ne peut pas faire d'expérience, c'est-à-dire faire deux humanités, une avec une vraie formation en sciences du vivant et l'autre sans, pour faire la comparaison, il faut observer. Voilà une des choses d'ailleurs que nos sciences enseignent éventuellement aux jeunes. Et dire, regardez, on a déjà fait l'expérience de faire des générations qui savent lire, écrire, compter. Puisqu'on nous dit que les anciens, ils savaient mieux le faire que les jeunes qui sont nuls pour ça. Leur niveau dérive, c'est une horreur. Mais justement, on a fait l'expérience. Et cette génération qui savait lire, écrire, compter, elle n'a pas su gérer l'environnement. Elle a manqué de savoir-vivre. Donc on a fait l'expérience. La réponse, c'est une catastrophe environnementale et sanitaire. Enfin, on n'est pas très loin de la catastrophe, effectivement. Donc, alors, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est effectivement reprendre ça dès le départ. Et j'entendais l'exposé d'Estelle juste avant la pause, qui parlait des cursus en amont. Ben, c'est tout à fait ça, en fait. On ne devrait pas arriver en études de médecine ou en études d'agriculture sans avoir un petit minimum de sensibilisation au vivant qui fasse que certaines choses passeraient d'elles-mêmes, qu'on n'aurait qu'à compléter. Et alors c'est pour ça que la Fédération Biogé, qui réunit le muséum, des sociétés scientifiques, des académies, comme celle d'agriculture et de médecine, et aussi des sociétés de citoyens, de journalistes et des fondations d'entreprises, cette Fédération Biogé, B-I-O-G-E-E, se bat pour essayer notamment de remettre dans le cursus un nombre d'heures suffisant de sciences du vivant et de l'environnement et de la Terre, d'une part, et puis d'autre part aussi d'aborder ces objets en interdisciplinarité, parce qu'ils n'appartiennent pas qu'à nos disciplines. L'histoire, la géographie, la physique, la chimie peuvent nous en dire quelque chose, n'est-ce pas? Le but n'est pas simplement de faire des heures pour les profs de bio. Clairement, ils n'en ont pas assez. Mais c'est aussi de faire un sens global de toutes les disciplines et d'arrêter d'apprendre aux gamins à loucher, c'est-à-dire de voir des choses comme des faits historiques, d'autres comme des faits biologiques, d'autres comme des faits chimiques. Non, c'est le monde. Et aujourd'hui, la construction de la cervelle, c'est apprendre à loucher en se bouchant un œil pour surtout pas voir le vivant. C'est mutilant, cette mutilation continue. Et je pourrais vous dire qu'il y a plein de moyens de le faire, qu'il faut faire de la vulgarisation, qu'il faut faire des vidéos, des MOOC, des tas de choses comme ça. Mais en réalité, on voit très bien qu'on n'arrive pas à rentrer dans le vif. Parce que les lobbies de l'enseignement, où plus une discipline est enseignée, plus elle a de poids au ministère, capturent l'enseignement de façon criminelle. Je mesure mes mots. Les matheux ont récupéré des heures, alors ils ont déjà les gamins pendant 700 heures pendant une formation secondaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que ce qu'on peut faire en 700 heures? Quand en 700 heures, on n'apprend pas à faire une règle de 3, et tous nos étudiants sont la preuve, eh bien, c'est la façon... Ben oui, non, mais sur une carte, ils ne savent pas faire l'échelle. Ou sur un dessin au microscope, ils ne savent pas faire l'échelle. Et moi, je ne leur reproche pas ça. Je dis juste que la façon d'enseigner la chose ne doit pas être optimale. Visons la qualité, évitons la quantité, et laissons quelques heures au savoir-vivre. Merci Marc-André. Alors maintenant, je me tourne vers Marine. Donc, Marine, vous avez quelques expériences de cette intégration justement d'une seule santé dans le cursus en médecine, dans les professions de santé en général. Est-ce que nos étudiants, finalement, en France, ils louchent moins que les étudiants de Suisse? Ils voient même pas, ils voient un écran noir. La question, c'est donc comment intégrer ces enjeux. Je vais faire une réponse moins philosophique que celle de Marc-André, c'est un peu difficile de passer après, je vais être très terre à terre. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est évident, mais c'est en tant qu'étudiant en médecine, pourquoi déjà? Et la réponse, elle est aussi évidente, parce que les impacts environnementaux qui sont actuels vont avoir de multiples conséquences sur la santé humaine. Le Lancet a dit en 2009 que la menace la plus grande pour la santé humaine au XXIe siècle sera le changement climatique. De là, on s'attend à ce que les formations soient dotées de nombreuses heures de cours sur ce sujet, mais ce n'est pas le cas encore actuellement. Donc on a nombreuses conséquences de changements environnementaux sur la santé, que ce soit le changement climatique, les canicules, les allergies, on en a parlé un petit peu avant, les maladies liées à l'eau, les maladies vectorielles, l'antibiorésistance. Et face à tous ces constats, donc peu de formation, et la nécessité aussi d'adopter des approches intégrées, mais je ne veux pas vous convaincre de ça, parce que je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle. On prend, donc premièrement, pourquoi? Parce que la santé humaine en a besoin, en fait. Et deuxièmement, quelque chose sur lequel on peut aussi s'appuyer, c'est sur la volonté des étudiants à être formés, puisque finalement, eux, ils ont peut-être remarqué qu'il y avait un problème, comme on l'a vu avec ce qu'Estelle avait présenté jusqu'avant. J'avais fait une étude en 2020 avec un think tank qui s'appelle le Shift Project, où j'avais mené une enquête quantitative sur 3300 étudiants qui avaient répondu, et donc ils étaient 84% à penser qu'il fallait intégrer les enjeux environnementaux dans leur formation. Mais finalement, c'était très peu fait.
Donc il va falloir, pour que ça soit fait, former les enseignants, mais ça ne sera pas fait tout de suite. Et en attendant de les former, il faut absolument, et ça sera aussi à continuer, c'est du multidisciplinaire. On en a parlé pendant tout ce congrès. On a besoin des expertises de chacun pour construire un module qui est cohérent sur les maladies environnementales qu'on va avoir. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, nous, à Lyon, donc, on a créé une unité d'enseignement qui est optionnelle, donc on a 50 étudiants par an, où on prend les liens entre les changements environnementaux et la santé humaine. Et pour ça, on a des médecins de différentes spécialités, mais on a d'autres spécialistes, un paléontologue, des ingénieurs, docteurs en sciences sociales. On a vraiment besoin de la multidisciplinarité pour traiter ce problème. Un autre exemple qui est aussi à Lyon, je regarde ce qui se fait autour de chez moi, une autre unité d'enseignement, je trouve ça super intéressant, qui a été fait en binôme avec VetAgroSup, donc l'école des vétérinaires. Et vraiment, les coordinateurs, il y a une parasitologue, un vétérinaire, les étudiants sont mixés, je trouve que le message est intéressant, et même ils ont des cours un peu à la faculté de médecine, un peu à VetAgroSup. Donc je trouve que la multidisciplinarité, de toute façon, on en aura besoin, parce qu'on n'a pas le même manque d'approche entre toutes nos filières qui sont complémentaires. Et ensuite, il faut pour moi poser les bases au début pour faire comprendre à la majorité des étudiants le problème, et puis aller de plus spécifique en plus spécifique, mais pas être spécifique tout au début, sinon on risque de perdre un peu les gens, mais vraiment de poser les bases, et après, pour les pharmaciens, faire un autre module, pour les dentaires, faire un autre module, pour les internes de dermato, faire un autre module, etc. Voilà, donc je pense qu'on pourrait y répondre comme ça. Merci beaucoup. Donc maintenant, je me tourne vers Luc et finalement les vétérinaires. Donc la formation en école vétérinaire, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a déjà des choses sur ces changements globaux, et qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer cette compréhension? J'imagine que les étudiants vétérinaires ont la même demande que les étudiants en médecine, c'est-à-dire un peu plus d'intégration du changement climatique, l'érosion de la biodiversité dans leur propre formation, pour pouvoir déjà mieux les comprendre, et puis aussi peut-être réduire les impacts de la profession vétérinaire sur l'environnement. Donc Luc, est-ce qu'il y a des clés qui se dessinent? Oui, il y en a. Alors déjà, pour répondre à Marc-André, on est un peu moins myope que les autres, parce qu'il y a quand même la partie animale qu'on arrive à voir un petit peu. Non, effectivement, le gros du changement, il vient des étudiants. Ça, c'est évident. Les enseignants, comme le disait tout à l'heure, alors déjà, moi, j'étais directeur des formations pendant 8 ans. Et donc, négocier, c'est pas le problème de la direction, hein, c'est de négocier avec chaque enseignant qu'il enlève 20 minutes de son programme de 700 heures. Moi, de l'histo, ils en font un tir à l'arigot. Hein. De l'histo, de la nat, je veux dire, ils en font un tir à l'arigot. Et ils ne veulent pas enlever 20 minutes de leur cours pour libérer de la place. Et comme on ne peut pas augmenter les cours, c'est extrêmement problématique. Les étudiants sont demandeurs. À VetAgroSup, nous, on a un collectif Éco-Veto Junior qui est hyper dynamique, qui ont mis en place un cycle de formation qui s'appelle « Avant d'aller sur Mars ». 3 petits points, il y a des choses à faire. Dans lequel il faut intervenir, par exemple Marc-André, mais il y a plein de gens qui interviennent, et c'est vraiment les étudiants qui sont demandeurs. Du coup, moi, ça m'a motivé pour développer un enseignement personnel, enfin un enseignement optionnel avec un petit groupe. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde dans ces cas-là. Le gros problème, c'est ça. Après, les modules interdisciplinaires avec la médecine, c'est super, on en fait pas mal avec l'agro aussi. On essaye d'être multidisciplinaire, parce qu'on a quand même historiquement la nécessité d'avoir une vision un petit peu globale. Alors pas suffisamment sur l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, mais la zoonose, l'écotoxicité, c'est des choses qu'on enseigne un petit peu déjà. Moi, le problème, c'est effectivement sensibiliser les enseignants pour leur dire que c'est important. Et ça, ils n'ont pas été formés à ça. Donc c'est hyper compliqué. Et puis après, il y a un autre truc. Former des enseignants, c'est bien, mais pendant les 5 prochaines années, 10 prochaines années, il faut qu'on fasse venir des intervenants. Et le problème des intervenants, c'est qu'ils viennent une fois parce que c'est sympa, ils viennent éventuellement 2 fois parce que c'est sympa, mais quand on leur dit « il faudrait venir 3, 4, 5 fois, et puis là, tu as 6 groupes de TD, donc il faut que tu répètes ton truc 6 fois », et là, ils te regardent, ils font « non, mais c'est pas possible ». Marc-André, 6 fois à l'école vétérinaire. Non, mais t'es déjà venu 2 fois, mais voilà. Et ça, c'est une réelle problématique quand on a des intervenants extérieurs et des experts. C'est qu'on a la politique du nombre à gérer.
du nombre d'étudiants. Et donc, il faut répéter les TD, il faut répéter les TP, ou alors faire que des confs et des cours magistraux, ce qui sont quand même beaucoup moins impactants. Et donc, ça, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à résoudre, cette question-là, des intervenants. Mais enfin, en tous les cas, l'avenir, il viendra des étudiants, et il faut arriver à bouger nos vieux dinosaures, quoi. Merci. Merci Luc. Et donc maintenant, on va prendre peut-être un petit peu de hauteur avec Françoise qui va nous parler donc, de comment finalement, dans le cadre par exemple du PNSE, du GSE, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces enjeux-là, ces enjeux globaux, climat, biodiversité, ressources, dans les politiques, qu'elles soient nationales mais aussi locales. Alors, je ne sais pas si je vais prendre de la hauteur. Je vais peut-être prendre de la hauteur si vous considérez que le GSE, c'est au niveau de la hauteur. Mais je vais aussi parler avec une deuxième casquette que j'ai, puisque je suis élue vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Et là, on est vraiment, j'allais les pieds dans le terrain, sur le macadam. Et on entend souvent les élus, eux, on n'arrive pas à les former, voilà, ils viennent jamais. Alors, la première chose, d'abord, au niveau du GSE, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais il y a quelqu'un qui est bien mieux informé que moi, Sébastien Lesterle de la DGS, mais très rapidement, c'est le groupe santé-environnement. Je pense que vous allez voir la députée qu'il préside, parce que Hélène, je ne suis pas présidente d'aucun groupe de travail, mais simplement pilote et copilote. Et donc, pour le dire vite, au niveau de la gouvernance, il y a une direction interministérielle, et c'est donc tout à fait important, intéressant, parce qu'il y a, je ne sais pas, 5-6 ministères, que ce soit l'éducation nationale, l'agriculture, l'économie, évidemment la santé. Il y a également, et c'est beaucoup plus récent, un comité d'animation des territoires, ce qui met vraiment bien en avant la question des collectivités, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, et la question des élus. Et il y a 5 groupes de travail, et moi, j'ai la modestie de copiloter avec Virginie Migeot, qui est PUPH à Rennes, en santé publique, le groupe de travail sur la formation, sensibilisation. J'en parlerai peut-être, Hélène, de façon plus précise après. Et donc ça, c'est au niveau national que ça se passe. Ensuite, sur le terrain, je retourne sur le macadam strasbourgeois et de la métropole, pour dire que de ce que je vois, ou non, c'est vrai que les élus, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, enfin il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ne se forment pas. Mais ce que je crois qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les élus, ils se forment à partir de politiques qu'ils mettent en œuvre ou d'actions qu'ils mettent en œuvre. C'est comme ça que ça se passe. Et ils ne vont pas aller dans des organismes de formation, passer quelques jours de formation, etc. Ils trouvent pas... Voilà, il y a plusieurs raisons pour ça, et c'est vrai qu'on est surchargé. Alors, moi, de ce point de vue-là, je suis quand même étonnée d'une chose, c'est que les élus, au moins chez moi, ils ont passé assez rapidement d'une vision santé-environnement à une vision One Health, à une approche One Health. Même s'ils ne savent pas exactement ce que c'est, les outils, les ressources. De toute façon, je ne sais pas qui le sait à l'heure actuelle. Mais alors, pourquoi ? Parce que quand même, en santé-environnement, on en est au 4e PRSE, mais il y a quand même beaucoup de collectivités qui ont des actions de santé environnementale. Il y a beaucoup de collectivités interco plutôt qui ont des plans d'action en santé environnementale. Et par exemple, en reprenant notre exemple à l'Eurométropole, nous, on a adopté une politique en santé environnementale en 2015. Et un des axes majeurs, c'était quoi ? Santé dans toutes les politiques. Et donc, ce n'est pas une politique de santé, c'est rentrer dans chacune des politiques sectorielles de la mobilité, le logement, l'énergie, l'urbanisme, pour dire on y met de la santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est hyper chronophage. Ça veut dire que je me tape, excusez-moi de l'expression, toutes les réunions, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'air, que ce soit sur l'agriculture, et que je me suis battue pour que dans tous les documents de planification, donc on a parlé ce matin, SRADET, PCAUT, etc., je ne vais pas reprendre tous les acronymes, apparaisse le terme de santé. Or, quand vous rentrez comme ça, vous êtes très vite sur One Health. Exemple, la mobilité. La mobilité, moi, je suis responsable de qualité de l'air, santé, environnement, urbanisme opérationnel.
Eh bien, la ZFE-M, la zone à faible émission, c'est moi, c'est pas un cadeau, qui suis chargée de la mettre en œuvre. On est rentré non pas par la question de la bagnole, mais on y est rentré par la question de la santé. Et du coup, vous avez un angle tout à fait différent, parce que le jeu, c'est pas de remplacer une bagnole par une autre. Le jeu, c'est de gagner sur de l'espace public. Et donc, vous êtes très vite dans les questions de cohésion sociale, vous êtes très vite dans les questions de végétalisation, etc., etc. Et vous êtes aussi dans les questions agricoles, puisque la pollution atmosphérique, ça diminue le rendement agricole. Vous êtes dans les questions des animaux, parce qu'une route, ça empêche les animaux de se balader, mais vous êtes plus spécialiste que moi. Et donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'approche One Health est quand même très présente dans mon interco, mais pour être en réseau avec d'autres intercos, nous ne sommes pas la seule. Un exemple, sur la qualité de l'air, moi j'avais créé une association d'élus pour la qualité de l'air, qui mettait les collectivités ensemble pour discuter de la qualité de l'air. Eh bien, je peux vous dire que parmi la vingtaine de grandes villes et de métropoles où il n'y a que des élus, eh bien, ils sont très proches d'avoir cette approche, on va dire, holistique, systémique. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir des sensibilisations au minimum, voire des formations. Mais je vais en finir par là. Ce n'est pas évidemment la sensibilisation et la formation toutes seules qui vont régler le problème. Quand vous êtes sur des questions, ne serait-ce que de mobilité et santé, d'agriculture et de santé, vous êtes tout de suite confronté à nos modèles dominants actuels, c'est-à-dire l'agriculture intensive, c'est-à-dire on d'abord la voiture comme moyen de se déplacer. Et du coup, quelquefois, je me pose la question, les PNSE, les PRSE, c'est très bien, mais jusqu'où ça va pouvoir percuter nos politiques sectorielles, qu'elles soient nationales ou locales. J'en termine par là, dans un premier temps. Merci beaucoup Françoise. Et donc maintenant, je me tourne vers Étienne. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup interpellé durant ces 2 jours l'agriculture pour ses impacts sur la santé via l'environnement, mais aussi parce qu'elle peut être une solution. Et du coup, pour des ingénieurs agro et pour une école comme AgroParisTech, comment on fait finalement pour que ça devienne un peu le cœur de la formation peut-être, et que les étudiants futurs qui soient formés aient conscience des enjeux et soient des créateurs de solutions en fait pour la santé humaine? Alors, je m'exprime ici, oui, je suis professeur de génétique animale, mais je m'exprime ici en fait en tant que directeur général adjoint, chargé notamment en plus des secteurs formation et recherche. Alors, AgroParisTech, on forme des ingénieurs, bien sûr, mais aussi des titulaires de master, des docteurs, dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, il est utile de vous dire que nous sommes un peu concernés par les transitions agricoles, alimentaires et écologiques. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très prégnant dans nos formations, et ce le sera peut-être encore plus demain, puisque nous enclenchons depuis plusieurs mois une réforme de notre cursus ingénieur, où, parmi les motifs de cette réforme, on ne réforme pas un cursus ingénieur tous les ans, il y a justement la prise en compte encore plus forte de tous ces enjeux-là. Alors, évidemment, on n'a pas attendu cette réforme-là. Alors, quelques exemples d'actions et de choses qu'on fait. Bon, au tout début de première année, dans le cursus ingénieur, donc au mois de septembre, on a une séquence qui s'appelle Enjeux et défis, et où les étudiants, qui arrivent avec leur bagage pour la plupart de classe prépa, mais ou d'autres voies, on leur expose quelques grands enjeux, et ils font un travail personnel qui restitue entre eux et qui font des tables rondes entre eux, avec évidemment des enseignants. Et parmi les thèmes qu'on leur propose, il y en a beaucoup qui sont au cœur des enjeux dont on parle. Il y a système alimentaire durable, il y a biodiversité, pour ne citer que 2 exemples. Et quand on dit biodiversité, c'est animaux, végétaux, micro-organismes, et c'est la biodiversité
c'est-à-dire dans son ensemble, et aussi la biodiversité domestiquée. Donc, on les plonge dans ce grand bain-là dès le début. Ensuite, la prise en compte de ces enjeux, ça fait des années qu'elle infuse dans les enseignements, et que ce soit dans toutes les années du cursus. Et donc, aujourd'hui, si on va à la dernière année de cursus, ce qu'on appelle des spécialisations, des dominantes d'approfondissement, eh bien, on enseigne tout ce qui touche à la production végétale, par exemple, tout ce qui touche à la protection des plantes, tout ce qui touche à l'élevage. On l'enseigne de façon très sensiblement différente de ce que c'était il y a 40 ans, quand j'ai débuté ma carrière. Typiquement, puisque je suis plus ma spécialité tourne autour de l'élevage, aujourd'hui, on aborde ces questions, dans le cadre d'une dominante d'apprentissage, on aborde ces questions de santé globale, en montrant comment la santé animale... On ne forme pas des vétérinaires, ne faisons pas de concurrence à nos amis des écoles vétérinaires, mais on leur parle de santé animale et de santé globale dans ce contexte-là. Et nos collègues qui parlent de protection des plantes ou de culture, ils sont dans cette même démarche également. Et puis, on a des formations dédiées également. Pour citer là encore que 2 exemples, on a une dominante d'approfondissement, donc cursus ingénieur, qui s'appelle Évaluation et gestion des risques toxicologiques pour la santé des écosystèmes et de l'homme. Et on a un parcours de master, donc parcours c'est le M2, qui est gestion, conservatoire et restauration des écosystèmes. Donc tout ça est très prégnant, et je termine par rebondir sur la remarque de Luc. Les élèves, nos étudiants, qu'ils soient en parcours ingénieur, en cursus ingénieur ou en cursus master, ils sont extrêmement demandeurs, et ils nous alertent sur la responsabilité sociale et environnementale de l'établissement AgroParisTech. Ils nous alertent sur la prise en compte de l'agroécologie, des enjeux agroécologiques dans les cursus. Bon, sans doute considèrent-ils qu'on n'en fait pas assez. Et hier, sur d'autres campus, il y a des étudiants d'AgroParisTech comme de d'autres écoles qui sont ambassadeurs dans les conventions, les COP. On parle du climat, avec des négociations très très longues. Ils ont fait une conférence table ronde de restitution de leur participation à ces événements-là. Et je peux vous dire que l'assistance était extrêmement intéressée, enthousiaste, et se sentait extrêmement concernée par tous ces enjeux-là. Donc merci beaucoup. Donc on voit bien que quand même dans les formations finalement des étudiants, ça bouge. Ça bouge, mais peut-être que finalement ce qui manque, c'est... comment faire pour toucher les gens qui sont déjà en place et qui sont finalement ceux qui décident aujourd'hui des orientations, des politiques. Et donc ce que je vais demander maintenant à nos panélistes, c'est, imaginez, vous avez tout le gouvernement là en face de vous, et puis comme il ne faut pas s'adresser uniquement dans son silo, mais aussi aux ministres finalement qui détiennent les clés, et à leurs équipes qui détiennent les clés pour la transition en France, quels sont, selon vous, les outils, les moyens qu'ils pourraient mettre à disposition si vous aviez une lettre au Père Noël à faire pour que les choses avancent dans la société de façon générale et pour qu'on arrive un jour peut-être à vivre en harmonie avec la nature et en bonne santé. Du coup, quelles seraient les recommandations que vous pourriez, et les outils, les freins que vous identifiez à cette prise en compte des enjeux globaux dans les formations? Alors, d'abord, évidemment, dans la suite de ce que j'indiquais, c'est préparer un citoyen de demain qui soit réceptif à ça. C'est important parce que c'est aussi préparer la demande économique. C'est une demande économique qui, par exemple, verra bien les coûts intégrés qui se cachent derrière l'agriculture conventionnelle et qui se dira le produit bio, il est plus cher à la caisse, mais en termes de cotisation sociale ou de purification de l'eau dite potable du robinet, ce sera moins cher. Et donc, je vais y gagner quand même. Donc, préparer des consommateurs qui ont une vision systémique, bon, ça, donc, on est d'accord, c'est le primaire. Alors ensuite, il y a une autre direction qu'il faut absolument trouver, c'est la direction du désirable. Ce qu'on appelle, en rhétorique classique, la captatio benevolentiae. Capturer la bienveillance de l'auditoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, finalement, nos disciplines parlent surtout pour annoncer les catastrophes. Catastrophes climatiques, catastrophes sur la biodiversité, si bien que les gamins, quand ils ont entendu parler 3 ou 4 fois du climat dans le secondaire, quand on leur reparle en classe préparatoire, il y en a qui font... Bon. Effectivement,
on est dans un dispositif anxiogène. Et on prétend même que notre génération a abîmé un monde et laisse à la génération suivante le soin de le guérir ou de le traiter. Il y a quand même une chose qui n'est pas exacte dans ce raisonnement, c'est qu'on a construit une science qui est une science qui donne des outils, qui donne des perspectives. J'ai entendu le mot agroécologie, puis tout à l'heure, on a entendu plein d'exposés qui montrent qu'il y a des fois des actes qui, inspirés par la science, au sens pas que l'écologie, les sciences de la santé animale et humaine aussi, sont des remèdes. Donc on a en place un arsenal potentiel de remèdes. Eh bien, il faut arriver à parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour parler de cette espèce de belle au bois dormant qui, si on accepte de réveiller cet ensemble-là, évidemment, ce sera un conte après, parce qu'il y a des choses positives. Comment on fait pour réveiller l'envie ? Moi, je pense que réveiller l'envie chez les plus vieux d'entre nous, pour ces objets-là, ça passe clairement par des campagnes de promotion. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais aujourd'hui, on a des publicitaires qui sont capables de nous vendre des brosses à chiottes et de déclencher des réflexes d'achat pour des brosses à chiottes ou des produits pour les sanitaires. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on a des talents. Il faut absolument arriver à avoir, à propos de la diffusion scientifique, un type de diffusion de l'information sexy. Et alors, sur quels médias ? Aussi bien sur des médias radio-télé qui vont aller vers une certaine tranche d'âge, que sur les autres médias. Il faut aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est pas dans les murs d'un lycée. C'est aussi promouvoir des gens qui vont faire des récits. Ils existent déjà, il suffit d'aller les chercher, de les financer. Des youtubeurs, des gens comme ça, et les aider à montrer le côté positif de ce qui est offert, le côté solution pour rompre avec une morosité qui n'est pas loin de rimer avec finalement renoncement, et aussi montrer qu'il y a des actes ou des politiques ou des façons de consommer qui sont positives. C'est vraiment un truc à penser collectivement, et c'est vraiment un truc qui demande aussi un investissement de l'État. Alors je sais bien qu'on n'est peut-être pas dans la situation où l'État peut investir, mais mais c'est ce qu'il vous reste à faire en tant que ministre. Alors pour que la formation aux enjeux environnementaux soit plus intégrée aux étudiants en médecine, je tiens d'abord à pointer du doigt qu'il faut, entre nous, se regrouper déjà. Ça a été quelque chose, nous, qui nous a permis de monter une formation nationale sur les enjeux environnementaux. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à l'échelle locale, on n'entend pas parler. Et du coup, le fait de se regrouper, ça permet de faire monter une voie commune. Et nous, en médecine, on a créé avec la conférence des doyens de médecine un réseau universitaire en santé-environnement, le réseau RUSE. On a demandé à chaque faculté, le doyen de chaque faculté a demandé de désigner une personne parmi donc, les 36 facultés de médecine qui est responsable santé-environnement, ce qui permet de, entre nous, avoir un dialogue et de promouvoir les enseignements sur la santé environnementale. Finalement, donc, la demande vient des étudiants, on l'a tous constaté, mais finalement, quand on demande aussi aux directions, aux doyens, aux directeurs d'enseignement des écoles de santé publique, etc., ce que moi j'ai été amenée à faire il y a 2-3 ans, ce qu'ils en pensent, et à des personnes aussi au ministère de la Santé, de l'enseignement, en fait, il y a peu de freins qui sont émis, en tout cas moi, ce que j'ai reçu, auquel j'ai été confrontée, et c'est un souhait qui est partagé finalement des étudiants, mais de ce que moi j'ai vu aussi par les directions d'études. Et donc, il reste à, par contre, engager le processus d'action, engager le fait de créer des formations. Et nous, donc, on est tous d'accord que les formations sont déjà chargées. On est tous d'accord aussi qu'à chaque fois, faire venir un expert, c'est compliqué. Et donc, pour répondre à ça, on a créé une formation courte pour les étudiants en médecine. C'est 6 heures, donc c'est quand même conséquent, mais sur une année, c'est quand même négligeable. Et pour répondre au fait qu'on ne peut pas ramener tous les experts chaque année, plusieurs fois par an, mais qu'on voulait quand même les meilleurs, on a créé une formation numérique. Alors, le numérique, il ne faut pas faire du tout numérique pour les étudiants parce que
Ils ont besoin de présentiel, on en a tous besoin. Mais ça permet au moins, ça a le mérite au moins d'exister et de donner lieu à d'autres formations en présentiel après. La formation qu'on a développée, nous, avec le deuxième cycle, pour le deuxième cycle, donc c'est-à-dire pour les étudiants en médecine, là maintenant, sur la base de celle-ci, il y en a une autre qui va être créée pour les internes, en se disant, voilà, ce sujet a déjà été traité, et maintenant, pour les internes, on peut aller plus loin. Donc je pense qu'au début, il faut déjà mettre une petite pierre à l'édifice, ce qui va donner lieu à d'autres initiatives, et qu'il ne faut pas être trop gourmand au début et de se dire les enjeux sont tellement importants qu'il faut tout de suite que tout change. Non, je pense qu'il faut, malheureusement, il faut donner du temps au temps, et donc créer une petite formation qui peut donner lieu à une petite sœur, etc., jusqu'à ce que dans tous les cursus, se soient intégrés. Et juste pour les ressources qui existent, parce qu'on nous a demandé quelles ressources existaient, je tiens à signaler que là, il y a l'UVED, que vous devez tous connaître, qui est une université virtuelle pour l'environnement et le développement durable, qui existe et qui a été mandatée maintenant par le ministère de l'Enseignement supérieur pour être le pôle national de ressources pédagogiques. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle aussi. L'UVED, avant, était un peu dans son coin, elle a été vraiment mandatée, et ça a été officialisé que ça devient la ressource nationale. Donc ça, c'est une bonne chose aussi, et je pense que les choses avancent petit à petit. Donc Luc, pour les... Moi, ma lettre au Père Noël, ma lettre au Père Noël, au ministre, alors déjà, je m'adresserai plutôt aux conseillers du ministre qu'au ministre, ça serait plus facile. Le premier, ça serait qu'ils se forment pour qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Je pense que ça, c'est le premier des trucs, parce qu'on leur a proposé, mais ils n'y ont pas été, ils continuent à raconter n'importe quoi. Le deuxième truc qui me semble hyper important, lettre au Père Noël, hein, c'est d'adapter nos campus et qu'ils soient vraiment exemplaires en matière de... nous, on a la chance dans nos campus vétérinaires d'avoir de la place, parce qu'on a des chevaux, des vaches, des trucs. Il faudra qu'ils soient exemplaires d'un point de vue santé environnementale. Alors, on plante des haies, mais alors on plante 2 mètres de haies et puis on dit que c'est bien. Donc, je pense qu'il faudrait que ça soit exemplaire. Troisième, il faudrait des postes dédiés. Des postes qu'on appelle sous plafond. Alors vous n'êtes peut-être pas spécialiste, mais des postes de vrais enseignants-chercheurs. Parce que nous aussi, on diffuse du One Health et de la santé planétaire un peu partout. Mais je pense qu'on a besoin d'intégration et on a besoin d'un enseignant qui coordonne les différents trucs. Et notamment avec un module en début de cursus. Moi, c'est moi qui le fais avec AgroSup, mais c'est pas ma spécialité, je le fais par conviction. Mais je veux dire, je suis pas capable de... Donc il faudrait des postes dédiés dans chaque établissement qui le fassent, des gens dont c'est le boulot, de coordonner ces formations. Et puis après, ça fait déjà pas mal comme lettre au Père Noël. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport aux petits, former les jeunes. Moi, sur la question du bien-être animal, on a fait un état des lieux des CM1, CM2, quelle était leur connaissance des animaux. C'est assez catastrophique de savoir quelle est leur connaissance des animaux. On s'est retourné vers l'éducation nationale pour savoir, on a fait des fiches pédagogiques pour le monde vivant, le monde animal, le monde végétal, et puis après aller l'animal domestique, l'animal sauvage, et après aller jusqu'aux émotions des animaux. Le ministère de l'Éducation nationale dit ça n'a pas été validé par des inspecteurs, c'est pas possible, on ne prend pas. Voilà. Donc, mais ma lettre au Père Noël, ça serait que ça change un petit peu. Donc, former les inspecteurs. Ouais, aussi. Mais sinon, pour rebondir sur disait Étienne, nous aussi, on en fait pas mal. Hein. On diffuse partout, dans pas mal de lieux, mais on a besoin d'intégration. Parce qu'il y a besoin d'une approche complexe de la situation et qui manque quand on l'approche dans le module d'élevage, dans le module dans les différents modules. Voilà, je pense que c'est important. Alors, la lettre au Père Noël, moi j'ai envie de commencer en disant que dans l'intervention précédente, la première intervention, c'est d'abord donner envie. Donner envie. Et moi, le postulat sur lequel je pars, c'est donner envie, c'est aussi à partir des actions qu'on donne envie. Et donc, ce que je prolonge ce que je disais avant, c'est vrai que, notamment au niveau du GSE, et au niveau du groupe de travail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Mais on se rend compte aussi que ces initiatives ne sont pas connues et surtout ne sont pas valorisées et ne sont pas soutenues suffisamment, y compris financièrement. Et donc, moi je suis persuadée que
à partir du terrain, donner envie, les collectivités, je le dis et je le redis, notamment dans le cadre des contrats locaux de santé qui mettent ensemble un tas d'acteurs d'horizons différents qui font des choses, c'est un lieu tout à fait favorable pour faire de la sensibilisation et de la formation. Je suis chargée de l'urbanisme, un médecin chargé d'urbanisme, c'est quand même... pourquoi ? Parce que je m'étais intéressée, notamment grâce à toi Catherine, à l'urbanisme favorable à la santé. Eh bien ça, sur le terrain, ça donne quoi ? Ça donne de la marche apprenante avec les urbanistes. Vous vous baladez et vous leur montrez ce qui va et ce qui ne va pas. Donnez envie. Et puis, pour en revenir à ce qui se passe dans notre groupe de travail, pour le dire de façon assez synthétique, ce qu'on a fait, plusieurs séquences, on n'a pas encore terminé le boulot, et sur les professionnels de santé, par rapport aux élus, par rapport aux jeunes, par rapport à la périnatalité, par rapport à la population générale, et ensuite, chaque fois, en montrant des initiatives, qu'elles soient nationales ou qu'elles viennent du terrain. Eh bien là, il y a Pierre Souvet, par exemple, qui nous a parlé de ce qu'il fait avec le rectorat dans les écoles, grâce à une convention avec le rectorat d'Aix. Il y en a d'autres, hein. Donc il y a beaucoup de choses, souvent portées par des associations qui n'ont quasiment pas de moyens. Et donc, après, on a fait, ce que je dirais peut-être aussi au niveau de notre groupe de travail, les 6 acteurs, c'est évidemment les ONG qui ont été les plus dynamiques. Les acteurs économiques étaient là, mais ne disaient rien. Et les élus n'étaient pas là. On a ensuite fait voter les gens sur les priorités en matière de sensibilisation et de formation. Et de façon synthétique, ce qui est sorti, bien sûr, de la formation initiale. Il y a des spécialistes de la formation initiale, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je suis contente d'ailleurs de rencontrer pour la première fois physiquement Marine. Mais la formation continue à partir des pratiques, c'est tout à fait important. Et notamment pour les professionnels de santé et les médecins, y compris les médecins, partir de leurs pratiques, des gens qui sont dans leur cabinet, pour effectivement leur donner des formations. Ça existe, ça n'est pas encore suffisamment soutenu dans le cadre de la formation continue qu'on appelle maintenant développement professionnel, le DPC. Parce qu'il faut de la convention, il faut que ce soit reconnu, etc. Et donc, clairement, formation initiale, formation continue, formation à partir des actions pour les professionnels de santé, on disait au niveau des CPTS. Ça a été dit d'ailleurs dans une des interventions précédentes, c'est pour les élus et les agents, formation initiale, formation continue. Ça fait des années qu'il y a des modules faits par l'EHESP, très, très brefs, sur des questions de santé et environnement. Quel élu les connaît ? Très peu. Par contre, de la formation élus et agents dans le cadre de contrat local de santé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de formation initiale ou de formation continue. Le CNFPT a fait beaucoup, notamment en direction des agents, mais y compris dans leurs pratiques, y compris au niveau des pratiques. Et la recommandation finale, peut-être pour résumer tout ça, je l'ai déjà dit, des échanges, parce qu'on a le droit de se planter. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut repérer, il faut évaluer, pas contrôler, mais évaluer. Et effectivement, donc du coup, les plateformes, les observatoires, etc., il faut échanger. Nous, à l'Eurométropole, grâce à la ville de Lyon, on est dans un programme européen de création d'un réseau One Health entre villes européennes. Ben, je peux vous dire que la première réunion, tout le monde était là, notamment l'université. Je veux dire qu'au moins chez nous, l'université est extrêmement partante et extrêmement dynamique. Et puis, je l'ai dit, je le redis, soutenir et financer. Il y a un truc qui me frappe, le PRSE dans le Grand Est, c'est 100 000 € par département. À l'Eurométropole, sur les questions de santé en environnement, on en met plus du double. Il y a évidemment, et il faut oser le dire,
un manque de financement sur ces questions-là. Alors, oui, il faut donner envie, il faut faire aimer et donner envie. Alors, je dirais que les étudiants, on n'a pas trop à se forcer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très demandeurs, ils sont très alerteurs. Les décideurs, oui, il faut leur donner envie. Ensuite, bon, on peut croire au Père Noël ou ne pas y croire. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'actions qui nécessitent des financements et donc il faut donner envie aux décideurs de débloquer des financements pour des actions de cette nature. Et puis, il faut aller de l'avant. Il faut dire aux étudiants qui ne seront jamais seuls dans leur démarche. Et, alors évidemment, tant qu'ils sont dans des établissements, mais aussi après la formation continue, et les établissements d'enseignement supérieur en général offrent aussi de la formation continue, ils ne sont pas les seuls. Et ensuite, il faut miser sur alors soit la multidisciplinarité, soit l'interdisciplinarité. Bon, il y a des nuances. Et je rejoins Luc quand il dit qu'il faut des assembleurs, en fait. Bon, il y a toujours une logique à avoir certains enseignements disciplinaires, ça on n'y échappera pas, mais il faut aussi des assembleurs pour proposer des formations, des cursus innovants et qui prennent en plein ces enjeux de façon systémique. Et puis, donc, en interne aux établissements, mais aussi interétablissements. Il y a beaucoup d'actions qui se développent et qui peuvent nécessiter des financements, mais qui peuvent aussi démarrer de l'initiative des organismes. Et je vais en citer deux. Alors, désolé, je fais la pub pour mon établissement, mais deux initiatives récentes dans lesquelles nous sommes impliqués. Alors, il y a un institut One Health qui s'est créé en mars 2023, qui, si je suis bien informé, va accueillir des étudiants à l'été prochain. Ça associe c'est l'EID de Lyon, VetAgroSup, donc Lyon est le centre du monde habité, mais aussi AgroParisTech et d'autres établissements. Voilà, donc ça c'est une démarche qui sans doute, on verra bien ce qui sera très concrètement, mais ça va dans mon sens. Et puis les formations, qu'elles soient continues ou initiales, elles s'appuient sur les pratiques, elles s'appuient aussi, au moins dans nos établissements, sur la recherche. Et juillet 2024, création de l'association pour le biocontrôle et la biostimulation pour l'agroécologie. Donc avec INRAE, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, dont AgroParisTech, désolé, mais aussi des associations, des ONG, des collectivités territoriales. Donc, et ça, c'est pour mettre moins de chimie, pour résumer, moins de chimie dans nos cultures, pour avoir ensuite une meilleure santé des sols, une meilleure santé de l'environnement et une meilleure santé humaine. Donc, toutes ces initiatives-là sont à encourager. Et puis, dernier point, quand on est enseignant-chercheur, donc on doit faire de l'enseignement, on doit faire de la recherche, et je pense que nous avons aussi une mission de nous investir dans l'appui aux politiques publiques. Et AgroParisTech, c'est un petit chantier qu'on a à la direction générale. C'est bien sûr, il y a des collègues qui s'investissent dans l'appui aux politiques publiques, et on souhaiterait que ce soit une dimension un peu plus développée, parce qu'on peut attendre tout du Père Noël, évidemment, mais si on s'implique dans les lignes directives et dans la définition des politiques publiques, on a sans doute un peu plus de chances de faire avancer les choses dans le sens que nous considérons être celui pour les années futures. Alors merci. Donc avant de laisser la parole à la salle, je vais vous faire part moi aussi d'une expérimentation qui n'est pas petite d'ailleurs, qui est celle de la formation des agents publics. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une initiative qui a été lancée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Donc au départ accompagnée par le ministère de la Recherche et le ministère en charge de la transition écologique. Et donc en fait cette formation avait pour ambition au départ de former les 5 millions de fonctionnaires d'ici 3 ans.
Donc en réalité, ils ont un peu baissé l'ambition en se rendant compte de l'ampleur du truc. Mais en gros, là, maintenant, le cadre, c'est de former 2,5 millions de fonctionnaires, donc la moitié, de la fonction publique d'État, toujours d'ici 3 ans, et en commençant par les 25 000 cadres de la fonction publique. Et donc ça a été lancé le 28 septembre. Et je voulais vous faire part d'une petite difficulté qu'on a eue. Alors moi, on m'a demandé de faire partie du groupe d'experts en appui au ministère pour faire ça. Donc on est 9, on est 9 experts, 3 en biodiversité, 3 en changement climatique et 3 en ressources naturelles. Et donc, au début, on nous avait présenté en disant les 3 enjeux, franchement, il faut les mettre au même niveau, et puis évidemment, tout ça c'est systémique, et puis là-dedans, il y a les questions de santé, etc. Et puis au final, ce qui se dessinait en octobre dernier, donc il y a 1 an, c'était une formation sur le changement climatique, et une formation accélérée sur le changement climatique. Donc en fait, on a déjà mis beaucoup de temps à faire comprendre au ministère, et notamment au cabinet. Alors c'est vrai que nous, on s'intéresse aussi, on s'adresse un peu plus aux conseillers des ministres, aux ministres, mais disons que ça a quand même fonctionné. C'est-à-dire qu'on leur a dit 2 choses. On leur a dit d'une part, toutes ces crises, elles sont liées, donc on ne peut pas traiter une crise sans les autres. Donc s'intéresser qu'au changement climatique, c'est à peu près absurde. Donc essayez, comme vous avez... En plus, ça faisait partie du cahier des charges, donc on n'a pas très bien compris pourquoi il y avait une dégradation finalement intrinsèque du truc. On s'est dit, non, ne dégradons pas. 3 crises, traitons les 3 crises. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, alors ça, ils ont fini par acquiescer, et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est de dire, appuyez-vous sur la science. Et donc, appuyez-vous sur la science, ça voulait dire, à un moment, faire intervenir les scientifiques, les experts de ces 3 crises, pour qu'ils puissent parler aux fonctionnaires. Et donc le module de formation, il comprend 28 heures, il est obligatoire. Donc il se trouve que dans les faits, on dit que les choses sont obligatoires, puis finalement on dégrade aussi un peu le système, et au final, même si c'est obligatoire, tous les fonctionnaires, je pense, ne bénéficieront pas de cette formation parce qu'ils auront des bonnes raisons pour ne pas participer à l'ensemble du cursus. Mais néanmoins, dans ces 28 heures, il y a 3 fois 3 heures de conférences avec des experts qui sont des scientifiques. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent, c'est une fresque en fait, mais qui n'est pas la fresque du climat. Parce qu'en fait, au départ, c'était quand même orienté un petit peu comme ça. On leur a dit non, il faut que, quel que soit le fresqueur qui fait cet atelier de sensibilisation, il faut que ça soit les 3 crises et que la notion systémique soit vraiment abordée comme au cœur du sujet. Donc ça, on a réussi à le faire en sélectionnant avec un marché public des opérateurs qui sont capables de faire ça, et qui ont d'ailleurs changé un peu leur fresque pour répondre aux besoins du marché public. Donc ça, on était assez contents. Ensuite, il y a des visites de terrain qui sont organisées chez des entreprises, des ONG, des agences d'État comme l'OFB ou d'autres agences qui mettent en œuvre en fait vraiment la transition. Comment est-ce qu'ils ont fait pour eux transitionner déjà? Et puis en dernier lieu, il y a la mise en pratique. C'est-à-dire que ces fonctionnaires-là auront des ateliers pour, et moi dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour que mes actions, en fait, mes décisions ne portent pas préjudice à d'autres enjeux humains comme la perte de la biodiversité, le climat ou la rareté des ressources naturelles. Donc l'expérimentation a été faite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment en cours là, ça a débuté déjà. Le lancement a été fait le 28 septembre, donc on est vraiment au début de ce truc-là. On a prévu avec le groupe d'experts, donc on a été renouvelé en fait dans nos fonctions pour pouvoir évaluer ce qui se passe. Donc on va suivre d'assez près l'organisation des formations déjà sur le territoire, parce qu'il y aura des conseils scientifiques territoriaux qui vont être chargés de faire ces formations. Et puis on essaiera d'évaluer à la fin en essayant de voir est-ce que ça a fonctionné ou pas, est-ce que les fonctionnaires qui ont été formés ont changé leurs habitudes, leur façon de faire, leurs décisions, est-ce que finalement ils ont mieux compris dans quel cadre mondial ils s'organisaient. Et juste pour conclure sur cet exemple, donc avec la Fondation, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt dans toute la communauté scientifique pour que les chercheurs et les enseignants-chercheurs répondent à cet appel-là et nous disent est-ce qu'ils sont volontaires ou pas pour faire ces fameuses conférences de 3 heures. Et donc en quelques mois, l'appel à manifestation d'intérêt a duré à peu près 3 mois, c'est clos en juillet dernier. On a eu plus de 1300 personnes, donc 1300 chercheurs, enseignants-chercheurs, puis quelques autres, qui ont répondu favorablement en disant oui, moi je suis prêt, et je suis prêt dans tel territoire à aller former les fonctionnaires, donc les agents de l'État. Et en plus, on leur avait posé une autre question, c'était est-ce que vous êtes prêts, et là je vais rebondir sur ce qu'a dit Étienne, à faire de l'appui aux politiques publiques. C'est-à-dire si les fonctionnaires, dans leur fonction, après avoir subi cette formation, suivi cette formation, ont des questions qui leur restent, est-ce qu'ils peuvent vous interroger? Et en fait,
quasiment 100% des gens qui ont dit oui, je suis d'accord pour faire des formations, ont dit aussi oui, je suis d'accord pour appuyer et donc apporter un appui ponctuel sur une question territorialisée pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et donc je trouve que voilà, ça c'est un exemple à suivre. Et d'ailleurs nous on s'est empressé de le dire aux entreprises qu'on suit, parce qu'à la Fondation on a aussi des entreprises dans notre comité d'orientation stratégique et notre assemblée des parties prenantes, en leur disant vous voyez que c'est possible. Parce que la plupart du temps quand on discute avec des entreprises et qu'on leur dit il faut former tous vos salariés aux enjeux biodiversité, climat, ressources, ils nous disent ah non c'est très compliqué, c'est impossible. On leur a dit en fait, non, c'est possible. Il suffit d'une volonté politique. Déjà, là, il y avait franchement une volonté politique. Et il suffit ensuite d'y mettre les moyens, parce qu'en effet, là, il est prévu une rémunération des enseignants-chercheurs notamment. Et donc, ça coûte cher. Et ça ne se met pas en place comme ça. Et donc, je pense que là, il faut... Alors, on ne salue pas toujours ce que fait le gouvernement, mais là, en l'occurrence, c'est quand même assez majeur. Et je pense que si ça va jusqu'au bout, ça sera quand même notable. Et d'ailleurs, on a prévu... ils ont prévu d'en parler aussi au niveau européen pour voir si on ne peut pas dupliquer ça, si on ne peut pas aider à ce que ça soit dupliqué dans les autres pays. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent. Alors c'est vrai que la santé n'était pas au cœur des 3 enjeux, mais on l'a intégré dans le cahier des charges et dans les enjeux qui seront traités, parce qu'en fait la santé, c'est à la fois changement climatique, biodiversité et ressources. Il y a toujours des problématiques de santé qui ressortent. Et ça fait partie en effet des choses qui vont être traitées et des messages qui vont être passés. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là, parce que je pense que c'est notable, il faut en avoir connaissance. Et donc maintenant, il nous reste une petite vingtaine de minutes pour des questions de la salle, donc n'hésitez pas à interroger nos panélistes. Donc je vois qu'il y a déjà une question là-bas. Bonjour, donc je m'appelle Mara Brun, je travaille pour un contrat local de santé en Lozère. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est très intéressant. Et après, j'avais plusieurs questions et commentaires. La première chose, c'est la question des acteurs de terrain et des fois vraiment des professionnels sur le terrain. On peut parler des professionnels du bâtiment, de toutes les personnes qui vont faire coiffure, esthétique, etc., et qui ont aussi des enjeux là-dessus et qui sont globalement pas très bien formés. Et on voit notamment que les personnes, si on prend les bâtiments, s'ils font des travaux, le conseil du professionnel du bâtiment va être plus important que n'importe quel autre conseil qu'ils peuvent avoir autour. Donc cette question-là, la question de la formation des agriculteurs, qui, sur les questions de durabilité, etc., en tout cas sur mon territoire, peut laisser encore à se dire qu'il y a de l'amélioration et qu'il y a du travail encore à faire au niveau de la formation. Et ensuite, j'avais plus une remarque par rapport à la question des enfants et donc du lien avec les contrats locaux de santé. Nous, on travaille beaucoup effectivement sur plein de sujets, dont les questions de santé environnement, dont les approches globales. Ce qu'on voit bien, c'est que effectivement, on a des contraintes financières qui sont conséquentes. Les PRSE financent très peu d'actions. Ils vont les financer 1 an, 2 ans des fois, et plus les années suivantes. Donc en termes d'efficacité, on sait qu'on fait flop. Et par contre, on arrive à avancer, donc pas tellement sur l'intervention où là effectivement on a des grosses contraintes budgétaires, mais on arrive à faire avancer des choses au niveau des établissements scolaires, notamment tout ce qui va être les temps d'école dans la forêt. Il y a des écoles qui font ça une demi-journée par jour, enfin toute la moitié du temps scolaire ils sont dehors, même en hiver, il fait froid en Lozère. Ou des fois c'est moins, des fois ça va être une journée par semaine, mais on voit que ça a un impact important aussi auprès des enfants, et aussi parce qu'il y a tout un travail qui est fait autour des émotions et des sens avec les enfants, et là on ramène du réel et du vivant dans leur réalité, quoi. Voilà, et donc il y a toutes ces questions-là et toutes ces choses-là qui se posent avec à la fois les contraintes budgétaires qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre ce qu'on voudrait mettre en œuvre, et à la fois on a des leviers pour agir. Et par rapport à l'éducation nationale, nous on arrive à faire bouger des choses en local, où on a des inspecteurs qui acceptent de mettre en place des projets, de les porter et de les pousser. Et pour le coup, on voit qu'en passant sur du très concret, très local et très territoire, on arrive quand même à faire avancer les choses, mais il nous manque encore beaucoup de financement. Alors effectivement, l'éducation nationale, quand on est en local, on y arrive assez bien.
C'était plutôt au niveau changer les programmes ou faire passer des trucs vraiment au niveau national, où là c'est très très compliqué quand même. Je vais juste intervenir sur la formation des agriculteurs, mais je pense qu'Étienne pourra aussi intervenir. Après, toucher le coiffeur, le peintre en bâtiment, c'est extrêmement compliqué. Nous, on essaye de le faire sur le bien-être animal, de toucher ce qu'on appelle le grand public éclairé. Déjà, celui qui a envie d'avoir une petite idée, de faire de la vulgarisation. Donc, on fait des infographies. On a fait plusieurs études pour savoir quel était le niveau de vulgarisation recommandé. Enfin, qu'est-ce qui passait le mieux. Donc, on a fait des études où on avait des groupes témoins, on leur donnait plus de ressources, moins de ressources. Un test avant, un test après, enfin on s'est bien marré, on s'est rendu compte que globalement il ne fallait pas en donner trop, quoi. Et sous différents formats, voilà, vidéo, infographie, interview et tout. Donc toucher ces personnes, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et je pense qu'il faut passer par les gens qui les touchent eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que je voulais parler des agriculteurs. Je pense que, alors les agriculteurs, il y a plein d'ONG qui en font. Moi, je connais des ONG qui travaillent avec les agriculteurs sur la biodiversité, qui le font très très bien. Il y en a une à Lyon, Arthropologia, qui fait ça super bien, et qui doit travailler à Besançon aussi régulièrement. Et sinon, je pense que les vétos, les ingénieurs agro sont aussi des bons relais pour aller toucher les agriculteurs. Alors, c'est pas les seuls, mais je pense que c'est des bons relais. Et on l'a dit tout à l'heure, enfin, je crois que c'est vous qui l'avez dit, ce qui marche bien, c'est les éleveurs parlent aux éleveurs. Donc, faut prendre du temps pour des échanges de pratiques, en fait, pour que ça marche. Et quand c'est un éleveur qui dit, moi, ma haie, elle apporte un confort thermique à l'animal. En plus, ça pousse mieux dessous parce qu'il y a un microclimat. En plus, j'ai moins de parasites. Derrière, moi, j'ai tout gagné, j'ai plus rien à faire, quoi. Voilà. Pardon, juste rebondir sur la formation des agriculteurs. Je partage complètement le point de vue que par les échanges de pratiques, les démonstrations, les discussions, et ça, les agriculteurs, souvent, ils prennent le temps, ils sont ouverts, ils prennent le temps d'échanger, de discuter. Ça, c'est extrêmement important. Et je voudrais juste ajouter quand même que le ministère chargé de l'agriculture, et notamment sa direction générale de l'enseignement et de la recherche, qui s'occupe quand même essentiellement, pour 95% de sa masse salariale, c'est les lycées agricoles. L'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, c'est peu de choses. Et il est pleinement conscient de ces enjeux, en tout cas dans son affichage et dans son ambition, de faire évoluer la formation des agriculteurs. Et il sollicite les établissements d'enseignement supérieur, notamment, pour aussi faire plus d'échanges, parce que c'est un petit peu étanche quand même. Non mais oui, si, dans les faits. Plus tard. Et on en revient à faire aimer. Parce que quand vous dites qu'il y a des marges de progrès sur... c'est ce que j'ai compris de votre discours. Et encore, vous êtes en Lozère, si j'ai bien compris, qui n'est quand même pas le paradis de l'agriculture intensive. Donc il faut faire aimer. Parce que la transition agroécologique, qu'on appelle beaucoup de nos voeux, pour les agriculteurs, qui sont quand même en général très souvent dans des situations économiques... très tendues, il faut leur donner envie. Parce que ça prend du temps et la transition, justement, elle est très dure à opérer sur le terrain, à basculer d'un changement. Et c'est donc par les échanges de pratiques, ça peut vraiment être très, très utile pour donner envie d'aller dans ce sens-là. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est faire un tout petit bémol par rapport à l'échelon national dans l'éducation nationale. C'est pas très difficile de changer le contenu des programmes. Moi, je l'ai changé. Ça fait 30 ans que je suis dans toutes les commissions de programme. Maintenant, il y a de l'écologie, il y a de l'évolution et il y a de la santé. Et ça, c'est facile. Par contre, ce qui est difficile, c'est de changer le poids des masses et de générer une interdisciplinarité. Alors ça, par contre, c'est impossible. Mais typiquement, on a mis au programme de seconde une série conceptuelle qui va de l'assiette à l'exploitation agricole au sol, et on recommande, comme sortie annuelle, d'aller dans une exploitation agricole ou dans un endroit où on produit de la nourriture et où il y a du sol. Le bilan, c'est que ça ne se produit jamais, parce qu'avec 1 heure par semaine, si vous emmenez votre gamin 5 heures en sortie, vous remboursez 4 heures aux collègues, vous ne revoyez plus vos gamins pendant un mois. Donc ça n'a pas lieu. Mais c'est facile de changer les programmes, et c'est un outil génial qu'on n'a pas, par exemple, en Suisse, où là, c'est dans chaque canton que ça se décide. Chez nous, c'est centralisé. Maintenant, l'autre chose, c'est que je pense que par rapport à cette question du bâtiment, de la coiffure, il faut aborder cette question avec la même approche systémique que celle que vous développez dans ces journées. Et là, vous vous apercevez qu'en fait, la solution, elle est très simple. Elle est unique même.
m'explique. Si les gamins, ils ont reçu dès le primaire la première dose que vous disiez assez justement de comprendre qu'il y a un milieu, comprendre que ça existe, créer un lien, parce que c'est sur ce lien ou sur cette compréhension d'existence qu'on créera un questionnement et ensuite la démarche scientifique. S'ils ont reçu ça, puis ensuite en dose suffisante vers la fin du primaire, le début du secondaire, un début de formation, ils auront une vision du monde qui change. Quand les agro-bifurques, par exemple, quand un certain nombre de jeunes agro-bifurques, on en pense ce qu'on veut, mais clairement, c'est qu'il y a un hiatus entre la formation qu'ils ont reçue en prépa, d'écologie, et une formation de zootechnie ou de phytotechnie à l'ancienne, vous voyez. J'espère que c'est pas le mien. Bon. Donc voilà, l'idée, c'est de créer une vision du monde dans laquelle, finalement, à la fois une approche du métier de coiffeur ou du métier de bâtiment devra s'insérer dans une certaine logique systémique, et puis aussi, en même temps, on aura créé en face les consommateurs qui seront à la recherche de labels ou de démarches dans ces produits-là, parce que ça leur paraîtra logique. Vous savez, il faut réfléchir à ça. Il viendrait à l'idée d'aucun d'entre nous de se foutre à poil, là, et d'aller hurler contre un mur. Or, si vous y réfléchissez, la première partie n'est pas grave. La seconde, bon, oui, d'accord, mais enfin, si c'était contre un arbre en public, ce ne serait pas un problème, ce serait de l'engrais. Et ça veut dire qu'on est capable de construire des interdits, on est capable de construire des choses qui sont des réflexes si profondément ancrés en nous qu'on ne se pose pas la question de pourquoi c'est interdit de la nudité, pourquoi c'est interdit de fertiliser le sol en public. On ne se pose pas cette question. Mais non, mais alors, moi, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais ce que je veux dire, c'est on est capable de construire ça, mais on le construit un peu comme ça sans y réfléchir. Et ce qu'il faut qu'on génère, c'est dès le plus jeune âge une Weltanschauung, une vision du monde qui contient les éléments qui, dans la pratique professionnelle ou dans la pratique de consommation, parce que sans un marché, c'est pas la peine d'avoir de bonne conduite professionnelle, qui construit la vision du monde qui va avec une demande consumériste d'une part et une production d'autre part cohérente avec cette vision du monde. Alors moi, je ne suis pas du tout... Effectivement, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il est tout à fait important, en formation initiale, etc., et de construire une vision du monde le plus vite possible, pas le plus vite, en prenant les enfants depuis, j'allais dire, le plus jeune âge, et puis ensuite dans les différentes formations professionnelles. Moi, c'est vrai que mon angle d'approche de ce que je peux voir, c'est aussi des gens qui font partie peut-être, comme moi, de la vieille génération, et qui ne sont pas encore imprégnés de ça. Mais j'avais envie de vous parler de 2 ou 3 expériences, en le faisant vite. D'abord, sur les questions de bâtiments. On va voir, notamment, mais c'est pareil pour les carrossiers, par exemple. On va les voir les uns après les autres. Il y a tout un programme là-dessus, pour effectivement regarder au niveau de leur pratique, analyser ensuite, notamment, c'est surtout, ça cible pas mal l'eau, hein, analyser les rejets et puis les accompagner. C'est du boulot, mais dans les expériences pratiques, je ne vois pas comment, à partir du moment où les gens sont dans leur pratique professionnelle, je ne vois pas comment le faire différemment. Autre exemple, à l'heure actuelle, il y a eu un programme européen sur les peintures biocides utilisées sur les façades des maisons, qui montrait donc l'imprégnation, notamment des sols et de l'eau. Eh bien, il y a un groupe de travail chez les urbanistes, au niveau des urbanistes, parce qu'on a créé un pacte pour un urbanisme durable avec des groupes de travail, et il y a un groupe de travail là-dessus. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai, on s'éloigne peut-être de la formation, mais dans les collectivités, il y a un sacré levier, un super levier qui s'appelle la commande publique. Et effectivement, la commande publique, c'est ce qu'on essaye, pas seulement nous, mais pas mal de collectivités, d'introduire des critères, bien sûr environnementaux, mais aussi de santé environnementale. Et ça, c'est un levier important, puisqu'il y a de la restauration collective, il y a du patrimoine, il y a beaucoup de choses. Et puis, en dernier exemple, parce que là, je trouve que c'est trop beau, même si ça commence petit, comment on peut
articuler les questions d'agriculture avec des questions de santé environnementale. Je m'explique, la ville de Strasbourg, je pense que vous le savez, développe un programme qui s'appelle l'ordonnance verte, c'est-à-dire la protection des femmes enceintes contre les perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Comment des sensibilisations collectives au niveau des PMI, etc., mais aussi un accès gratuit à des paniers de légumes bio. Et ce que je veux dire par là, c'est un accès à des paniers de légumes bio, c'est aussi une façon de favoriser la filière économique bio au niveau d'une métropole. Et je crois que c'est vraiment par ce type d'action qu'il faudrait peut-être, je suis assez loin de la formation, mais c'est comment on peut articuler différents secteurs, le secteur économique, le secteur agricole et l'alimentation, notamment des enfants. On va prendre de jours, on a vraiment déploré le manque de formation des élus. Et pour reprendre et appuyer ce que disait Françoise à l'instant, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1 900 000 fonctionnaires territoriaux qui sont là pour accompagner les élus. Ce sont des forces de proposition, c'est eux qui mettent en œuvre. Et je pense que c'est ces formations-là qu'il ne faut pas rater du tout. Et donc ça, c'est la première chose. Et je voulais vous dire aussi qu'à partir de 2017, le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, avait décidé que santé et environnement devenait une grande cause. Et donc on allait non plus former seuls les professionnels de santé aux questions d'environnement, mais vraiment l'ensemble des professionnels territoriaux. On a essayé de faire des programmes, des modules, des séminaires, beaucoup de choses en santé et environnement. Et vraiment, la mayonnaise ne prenait pas du tout, parce que c'était un objet artificiel et les gens qui travaillent dans l'environnement ne se sentaient pas concernés, ceux de la santé non plus. Bref, ça ne prenait pas. Et donc, en fait, on a inversé la vapeur, c'est-à-dire qu'on a commencé à sensibiliser aux enjeux de santé les formations qui s'adressaient aux agents territoriaux chargés de la commande publique, à ceux du patrimoine, l'assainissement, les transports, l'urbanisme, etc. Et là, ça a marché. Et vraiment, très très vite. C'était avant le Covid, et pourtant, parce que je pense qu'avec le Covid, les sensibilisations ont changé, mais avant le Covid, déjà, la mayonnaise a pris, et les gens venaient dans des formations qui s'adressaient à eux, c'était leur corps de métier, et apprenaient les enjeux de santé et à faire des liens. Et donc, c'était vraiment dans leur pratique, et on a vu vraiment une évolution et une ouverture. Et là, pour le coup, ces agents-là peuvent devenir des formateurs pour les élus et vraiment mettre en place, favoriser des politiques publiques locales de santé et environnement. On va peut-être prendre la deuxième question. Moi, je voulais juste rebondir sur le rôle de vulgarisateur dont vous parliez. C'est vrai qu'on a beaucoup de chercheurs dans plein de disciplines très intéressantes et qui font plein de recherches. Et c'est vrai qu'on a du mal à diffuser notre recherche au-delà de nos petits cercles de santé planétaire, santé environnementale. Et comment est-ce qu'on forme des bons vulgarisateurs et comment est-ce qu'on forme des bons, on parle souvent du plaidoyer, comment au-delà des connaissances, comment on forme ces compétences-là? Oui, je vais répondre à la remarque d'avant. Je ne sais pas du coup si vous êtes au courant. Donc, nous, juste pour reprendre, on a créé une formation avec la Conférence doyens de médecine de France sur les liens entre la santé et l'environnement, qui va devenir obligatoire pour tous les étudiants de médecine de France à partir de la rentrée. Donc c'est 6 heures en ligne, réparties en vidéo de 15-20 minutes. Et on s'est rapproché, parce que c'est vraiment une introduction à médecine et santé environnementale. Et donc, on pense que d'autres publics peuvent en bénéficier. D'autres étudiants en santé, pharma, odonto, maïeutique, etc. Mais aussi la fonction publique territoriale. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on a fait un partenariat avec le CNFPT. Et donc ce module va se retrouver sur la plateforme de FunMOOC, puisque de fait ils sont formés sur FunMOOC. Donc n'importe quelle personne qui voudra se former pourra se former dessus. Donc c'était juste une remarque que je voulais apporter. Et là je remonte encore dans la remarque d'avant sur les coiffeurs et les peintres, etc. C'est important effectivement de former les gens dès le plus jeune âge pour qu'on change notre vision du monde, etc. et que les choses changent. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir aussi légiférer.
Si je reprends l'exemple de la ceinture de sécurité, c'est à partir du moment où ça a été rendu obligatoire que là, on a une réduction de la mortalité après au volant. Et donc là, il va falloir donc continuer à faire des études sur ce qui est toxique ou non pour la santé, mais après, on a besoin de lois pour que ça soit mis en application et que la toxicité diminue. Ouais, sur le bon vulgarisateur, je ne sais pas comment on le fait. Moi, ce pourquoi je milite, c'est que les chercheurs, ils sortent de leur labo. Ça, c'est sûr. Avec par contre, un objectif de synthétiser. Sans dire de bêtises, mais synthétiser. On n'arrivera pas à tout dire. C'est pas possible, on ne peut pas tout le dire. Par contre, on en dit moins. L'essentiel, c'est pas dire de conneries. Déjà, faut sortir de ses labos. Après, pour un chercheur, c'est compliqué de sortir de son labo parce que tu sortes de ta zone de confort. Parce que forcément, tu as une vision plus large que le poil du petit truc que tu as regardé à ton microscope. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est un travail qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Je pense que c'est extrêmement important si on veut que ça diffuse au plus grand nombre. Et après, un bon vulgarisateur, moi, c'est d'abord bien synthétiser l'information, puis c'est passer du temps sur les routes. On peut en parler à Marc-André. Ouais. Simplement, peut-être 3 choses rapidement. Je ne sais pas, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à Strasbourg. L'université a un service, un gros service de médiation scientifique. Et moi, non, certainement, tout à fait, c'est ce que je disais, mais moi, je parle de ce que je connais. Effectivement, il y a une trentaine de personnes et c'est un service de l'université. Et effectivement, c'est des gens qui sont spécialisés de la vulgarisation et qu'on peut aussi utiliser, nous, dans des réunions de politique publique. Première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, et on n'est pas les seuls non plus, je crois qu'il y en a une vingtaine en France, des ZAEU, des zones ateliers environnement urbain. Ça sert à quoi, ça? Justement, ça sert à mettre ensemble les collectivités territoriales avec les chercheurs et l'université, à partir de questions très concrètes que nous, les élus, posent aux chercheurs. Par exemple, moi j'ai une question concrète, mais je n'ai pas encore trouvé de chercheurs. Ce n'est pas encore dans leur programme de travail. Moustiques tigres. Est-ce qu'il y a des prédateurs des moustiques tigres? Et voilà. Moi j'ai vu une publication qui parle de coléoptères, qui parle de libellules. Est-ce qu'il y a des chauves-souris, mais dans un colloque scientifique, je l'ai dit tout de suite, on m'a dit le moustique tigre, il pique la journée, les chauves-souris, ils sortent le soir, la nuit. Donc je n'en sais rien, mais je suis à peu près persuadée qu'il doit y avoir des chercheurs parce qu'ils nous ont aidés sur d'autres questions. Voilà, et je crois qu'il y a 25 ZAEU, et je trouve que c'est vraiment très bien. Et je peux vous dire que les universitaires et les chercheurs, mais dès qu'on les questionne, dès qu'on a besoin d'eux, même si ce qu'ils racontent on ne comprend pas, et ce que nous on raconte, ils ne comprennent pas, mais ils sont toujours là. Je tiens vraiment à rendre hommage aux universitaires et aux chercheurs en tant qu'élus. Bon, deux remarques par rapport à la vulgarisation. La première, c'est que je ne suis pas sûr que nos institutions et même les chercheurs sachent ce que c'est. Souvent, faire la vulgarisation, c'est dire « Hey, j'ai trouvé un 3e poil de cul sur le pic prune à tache verte. » Alors, après, il y a des belles photos et tout, et on fait un communiqué de presse. On s'en fout. En réalité, les informations dont nous sommes porteurs dans la communauté scientifique, des informations qui pour nous sont anciennes, des années 70, elles n'ont pas encore percolé dans la société. La sélection naturelle, par exemple, le fait que quand on rajoute une pression de sélection, il y a des perdants, il y a des gagnants. Quand on rajoute de la chlorothalonil dans l'environnement, il y a des perdants et des gagnants, même dans l'espèce humaine. Ça veut dire que juste le mécanisme de sélection naturelle, il reste pertinent pour l'auditeur. Et je pense que, justement, nous, on fait de la communication sur ce qu'on trouve, on devrait faire de la communication sur ce dont les gens, bon, du moins selon nous, ont besoin d'entendre. C'est ça. La vulgarisation, c'est l'empathie, c'est parler aux gens de ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils peuvent entendre et ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est pas raconter ce qu'on fait. Et j'en viens à ça. La vulgarisation, mais alors vous allez me tuer peut-être, hein, mais la vulgarisation, c'est pas un truc de scientifique. C'est surtout pas à mettre dans les mains de scientifiques. Peut-être certains, oui, mais c'est pas à mettre dans les mains de scientifiques. Ils ne sont pas porteurs de cette empathie
pour un monde qu'ils ne connaissent pas. Alors qu'est-ce qu'on met en face? C'est ma deuxième remarque. C'est un métier, la vulgarisation. Et alors, d'ailleurs, c'est un métier très mal qualifié parce que personne ne sait comment faire. Mais en tout cas, on voit très bien comment on peut mal faire. Hein. Un ami qui s'appelle Didier de Marseille, par exemple, nous a... Pourquoi vous riez? Donc, on voit 2-3 trucs qu'il ne faut pas faire, mais bon, on ne sait pas vraiment toujours comment bien faire. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention, même dans la formation dans les grandes écoles ou dans les universités, sur une catégorie complètement oubliée, réputée poussiéreuse, c'est les agrégés des sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, les programmes de ces préparations à l'agrégation ont changé. Parmi eux, il y a des gens qui, en fait, sont de très bons généralistes et qui, mélangés à des spécialistes dans des écoles ou des universités, d'une part, ou d'autre part, reprogrammés pour faire de la vulgarisation, eux, ils ont justement la formation pédagogique qui leur permet cette empathie. Et puis, dans nos écoles, ils peuvent faire le lien entre les spécialités, c'est de ciment entre les briques de chaque discipline. C'est une catégorie oubliée, il faudrait peut-être essayer de la mobiliser avant qu'elle disparaisse, parce que l'agrégation, je ne sais pas pour combien de temps on en a encore, mais partout où on a employé des pragues, puisque c'est le mot qu'on leur donne dans l'éducation supérieure, on a été content en enseignement, et partout où ils sont employés en vulgarisation, les instituts qui les ont employés en sont. On va prendre une dernière question, parce que moi je suis désolée, je vais devoir partir à 17h30, il est déjà 17h31, voilà, on a des trains. Donc une dernière question, alors je ne sais pas qui... ouais. Bon, oui, moi c'est plus qu'une question, c'est un commentaire. Tout ce que vous avez dit est juste sur la formation initiale, sur tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, sur la vulgarisation aussi. Mais moi je le vois dans les lycées agricoles, on parle d'agroécologie. Je pense que tous les jeunes agriculteurs sont formés à ça, ou en tout cas très sensibilisés. Mais quand ils arrivent dans leur famille, c'est autre chose. Et il ne faut pas penser que nous, formateurs, nous sommes les seuls à avoir un écho vis-à-vis des gens qui sont formés. Et si on veut vraiment pouvoir être efficace, eh bien, il faut continuer. Et là, je vous rejoins en disant que les chercheurs, pas forcément sous forme de vulgarisateurs, mais sous forme d'accompagnateurs, il faut aussi qu'ils soient avec les agriculteurs. Et je crois beaucoup, moi, à la relation qu'on peut avoir à un moment donné, mais le meilleur média qu'on aura, c'est, vous l'avez dit, l'agriculteur qui parle à l'agriculteur. Donc il faut avoir des petits noyaux qu'on arrive à convaincre, avec qui on arrive à dialoguer, et après on fait boule de neige. C'est un milieu très particulier qui n'aime pas trop l'extérieur, même s'ils sont très ouverts, mais on est beaucoup plus convaincant quand on parle de l'intérieur que de l'extérieur. Et ça, c'est une position qu'il faut pouvoir garder et que les chercheurs, les vétérinaires, mais les agronomes aussi, doivent avoir. Sachant que ce n'est pas parce qu'on a été formé à un moment donné dans un lycée agricole, même si on a eu la bonne parole, que le contexte social fera qu'à un moment donné, on ne changera pas son fusil d'épaule. Hein. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je pense que... On va considérer ça comme le mot de la fin, à moins que Étienne... non. Il a moins parlé. Donc je vous remercie à tous. Je remercie beaucoup mes panélistes. Je pense qu'on peut les applaudir. Je pense que ce sujet est loin d'être éteint. Et donc voilà, on peut appeler peut-être l'année prochaine à refaire une session sur la formation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un levier important.